PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, qui est l'émission 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h, c'est tout de suite avec Marc Ezrati. Et on commence de pied ferme avec le Mac de la semaine consacré à un mot qui est magnifique, un mot anglais que vous allez nous traduire dans quelques instants, le co-living, ou comment habiter ensemble séparément. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. avec mon expert rénovation énergie. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors le co-living débarque en France. Alors de quoi il s'agit ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, derrière ce concept venu des États-Unis et des pays scandinaves ? Eh bien, on posera la question aujourd'hui à Guillaume Robert Legrand, qui est président de Co-Living Factory, et à Laetitia Caron, qui est directrice générale de PAP. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Alors, Laetitia, première question, toute simple. Ça veut dire quoi, co-living ? Comment on pourrait le traduire en français ? Oui, je crois qu'on va le traduire en français pour Jean-Marie. Mais pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, c'est quoi la différence avec la coloc ? Moi, c'est le rapprochement que je fais. C'est juste après qu'on va leur demander cette question. Alors justement, déjà, on pourrait le traduire par cohabitation ou vivre ensemble, ce que vous avez un peu évoqué, Marc. En fait, dans les faits, il s'agit de partager un logement, donc ça se rapproche en effet de la colocation que beaucoup de gens connaissent, mais il y a en plus un ensemble de services qui sont inclus, c'est-à-dire que l'avantage du co-living, si on peut dire, c'est qu'on arrive vraiment avec ses valises, les contrats sont inclus, donc télé, internet, le ménage, souvent même l'entretien du jardin, éventuellement une salle de sport, enfin voilà, un ensemble de services et d'abonnements qui sont inclus dans le loyer qu'on va payer. Et donc, c'est vraiment extrêmement facile pour le locataire. Guillaume Robert Legrand, est-ce que vous êtes d'accord avec la définition et la traduction, surtout en français, de co-living ? Oui, globalement, ce qui est intéressant, c'est que dans un marché qui émerge, qui commence à pousser, on va dire, en France, on peut le traduire par cohabitation, effectivement. Pendant quelques temps, on avait parlé, nous, de co-résidence, dans la mesure où les gens résident, demeurent, élisent domicile, et à la fois ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de définitions que d'acteurs, donc j'ai envie de dire que tout le monde a raison, et c'est justement la juxtaposition de tous ces modèles qui est intéressante. Nous, on est très enclin à voir cela comme un mode de logement, un nouveau mode d'habitat. Alors, pourquoi le co-living ou la co-résidence pour vous, c'est différent de la colocation, pour répondre à la question de Jean-Marie ? Alors, je dirais que les éléments principaux qui vont différencier la colocation du co-living, c'est de pouvoir préserver un espace privatif, une forme d'intimité. C'est-à-dire que chaque personne qui va venir vivre en co-living dispose d'un espace privatif, d'un logement privé qui va disposer de sa salle d'eau, de sa petite cuisine, de son intégralité intime, on va dire. D'accord. Et puis, c'est surtout à géométrie variable. C'est-à-dire que les espaces partagés sont accessibles, sont inclus, mais c'est une faculté de s'y rendre, mais pas une obligation, comme dans une colocation, ou même quand vous êtes fatigué ou vous avez envie de rester seul. Vous n'êtes pas de bonne humeur, voilà. Oui. Exactement. Laetitia, en France, ce concept de co-living, ça commence à plaire à beaucoup de gens. Comment on l'explique, selon vous ? Bon, d'abord, je pense que ça répond vraiment aux aspirations de beaucoup de jeunes, notamment les étudiants, mais aussi les jeunes salariés. Pas que, c'est pas que les étudiants qui sont cibles. Et ça répond notamment aux aspirations de partager un logement pour éviter l'isolement social. L'isolement social, c'est aussi une explication. Exactement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup. Bon, et puis particulièrement, je dirais, ces derniers mois. Je pense que beaucoup de gens ont vraiment pris conscience à quel point le fait de se retrouver seul dans un logement et de pas pouvoir échanger, pas pouvoir se retrouver dans d'autres espaces, c'était compliqué. Et le co-living, ça vient répondre à ça. Bon, évidemment, ça répond aussi à une question économique, puisque ça permet quand même de réduire le coût de son logement. Et puis, il y a quand même un autre phénomène aussi, c'est que les logements qui sont proposés en co-living sont souvent des logements qui ont été rénovés, équipés, qui sont joliment décorés, parfois même haut de gamme, avec des espaces extérieurs et des équipements finalement que le locataire pourrait pas se payer seul. Voilà, donc c'est vraiment. Il y a certains équipements, et je pense que Guillaume, vous êtes d'accord avec moi. J'ai vu des co-living, notamment chez vous, où vous proposez des voitures électriques inclus dans le loyer, par exemple, pour aller au travail. Exactement, l'autopartage
Et la mobilité, pas forcément douce d'ailleurs, nous paraît être un sujet tout à fait connexe à l'immobilier, une extension, lorsqu'on voit les difficultés de circulation et de stationnement dans les grandes métropoles. Plus globalement, à quel besoin ça répond, tous ces projets de co-living qu'on voit fleurir un peu partout, surtout dans les grandes villes? Alors, je dirais qu'il y a deux piliers majeurs. Le premier, je rejoins ce qu'a dit Laetitia, à savoir une recherche de lien social. Et ça, on le constate, quels que soient les âges, les territoires, les CSP. Et le deuxième pilier? Et puis, voilà, le deuxième pilier, c'est l'accès au logement, tout simplement. Un marché très tendu, à la fois quantitativement et même aussi qualitativement. Et pour les personnes qui sont solos, que ce soit des jeunes actifs ou même des gens plus âgés, les gens solos représentent quand même 40% de la population des grandes agglomérations. Eh bien, l'accès au logement est encore plus difficile parce que les petites surfaces sont peu nombreuses. Elles sont souvent fléchées vers la location saisonnière. Et puis, en dernier ressort, lorsqu'elles sont sur le marché du locatif traditionnel, eh bien, le bailleur classique va privilégier un couple pour avoir 2 garants. En toute logique d'ailleurs. Allez, restez avec nous, avec toute l'équipe dont parle IMO. Merci à vous, Marc Ezrati. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec nos invités pour continuer à parler de ce nouveau concept. En gros, c'est l'habitation partagée. Restez bien à l'écoute. On va découvrir pourquoi le co-living va se généraliser dans les années à venir en France. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Le retour dont parle IMO, toute l'équipe de Sud Radio, l'émission 100% immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati. On parle du co-living, l'habitation partagée. Tiens, résumez-moi pour ceux qui découvrent sur Sud Radio ce concept, Marc Ezrati, ce que c'est que le co-living. Eh bien, imaginez, Jean-Marie, une maison, une belle maison de 200, 300 mètres carrés, avec à chaque étage un appartement que vous payez. Vous êtes locataire de votre étage. Vous trois avez locataires. On va prendre 3 locataires, 3 étages, 3 locataires. Vous payez. Vous avez donc dans votre logement une cuisine, une salle de bain, vos espaces à vous. Et par contre, le reste, la piscine, le hammam, le sauna, la salle de cinéma, la salle de sport, la voiture, vous le louez le garage, aussi, tous ensemble. C'est ça que vous partagez. C'est ça que vous partagez avec vos voisins. Donc en gros, on a tous des clés. Personne ne rentre dans mon appart. Ce n'est pas une colocation. Absolument mais pas. On loue tous une part du service en plus qui est donné dans l'habitation. C'est ça. Et globalement, et si vous n'avez pas envie de partager, d'aller partager un repas avec vos voisins dans la cuisine partagée, c'est votre problème. Vous restez chez vous. Exactement. Tranquillement. Et vous avez votre propre cuisine. Allez, ce matin, voilà. On en parle de cette nouvelle forme de vivre ensemble sous le même toit, mais séparément avec son intimité. Une sorte de colocation améliorée. On est avec Laetitia Caron de PAP et Guillaume Robert Legrand de Co-Living Factory. Marc Ezrati. Et donc, du coup, après avoir découvert les différences avec la colocation classique et ce modèle de co-living, moi j'avais une question à vous poser, Guillaume, ce matin. Ce concept, on le retrouve principalement dans les grandes villes, mais est-ce qu'il peut trouver sa place dans les villes plus petites, voire à la campagne? Oui, clairement, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, c'est un mode d'habitat, une solution de logement avant tout, et c'est transversal avec les âges, les CSP, on le remarque, et donc à partir du moment où vous avez un marché locatif, quelle qu'en soit la taille, il y a une forme de co-living qui peut s'installer pour adresser un public en recherche de lien social et qui vit seul. Alors, Laetitia, on a l'impression que le co-living, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, ça s'en reste plutôt aux étudiants ou plutôt à des gens qui partagent une même passion. Est-ce que c'est vraiment vrai ? On va dire que pour l'instant, la cible principale, en effet, elle est plutôt jeune, mais en fait, ça s'adresse pas uniquement aux étudiants ou à des jeunes salariés, ça peut s'adresser, Guillaume l'a dit, à tout le monde. Et pour moi, tout le monde ensemble. Et tout le monde ensemble, et même des générations qui se mélangent, c'est-à-dire des jeunes, des gens plus âgés, etc. Des gens qui vont rechercher un mode d'habitat et puis qui vont rechercher, en effet, à avoir des voisins avec qui ils s'entendent bien et avec qui, exactement. Une vraie vie communautaire, en fait, avec vos voisins une vie sociale, exactement. Et d'ailleurs, Guillaume, je crois que dans l'une de vos résidences à Nantes, vous avez des locataires qui ont de 18 à 60 ans. Plus ou moins. Exactement. Ce sont même ces âges-là, effectivement, et des profils de médecins, des étudiants. Oui, c'est ça. Il y a vraiment de tout. Alors, justement, Guillaume, quand on choisit de vivre en co-living, qu'est-ce qu'on signe comme type de bail ? Et qu'est-ce qu'on paye chaque mois ? Exactement. Chez nous, c'est une forme d'habitat, comme je le dis, c'est-à-dire que c'est un bail d'habitation
que l'on signe avec nos locataires, un bail d'habitation meublé, c'est-à-dire d'une durée d'1 an, reconductible, mais c'est du secteur protégé, encadré par la loi Hoguet, donc c'est toutes les règles du logement traditionnel. Quant au prix, en fait, il y a avant tout un loyer que nous, on calibre sur le prix du marché moyen du quartier dans lequel on s'installe, à quel se rajoutent deux éléments. Le premier, des charges locatives, les énergies, pour faire simple, l'eau chaude sanitaire, chauffage, etc., qui sont forfaitisés. Et puis, en dernier, les services mutualisés dont on a parlé, comme l'entretien des espaces partagés, l'accès à Internet, l'autopartage. Merci Guillaume. Rapidement, Laetitia, chez PAP, vous proposez des co-living. Est-ce que vous pouvez m'en donner rapidement un exemple ? Oui, par exemple, on a une offre de co-living en ce moment à Amiens dans la Somme. C'est vraiment un truc ravissant. Une maison qui est située en plein centre-ville, entièrement refaite à neuf. Il y a 14 studios indépendants, chacun sa salle de bain, son WC. Et les locataires partagent des superbes espaces communs, séjour, cuisine, terrasse, salle de sport, 3 buanderies, etc. Le loyer, à partir de 430 € par mois, c'est quand même très compétitif par rapport au marché. Et ça inclut toutes les charges et même les abonnements Internet, Netflix, l'assurance habitation, le ménage, tout. Netflix, on arrive. Oui. Ah oui, Netflix, quand même. Il y a tout. C'est fait pour le confinement. Reconfinez-nous là-bas. Avec plaisir. Mais ça a un intérêt, c'est qu'on arrive, on repart, on n'a pas à se gérer aussi la charge mentale d'avoir à gérer les contrats. Donc ça, c'est top. Merci à tous les deux. Guillaume Robert Legrand, président de Co-Living Factory. Laetitia Caron, on vous retrouve tout à l'heure pour le coaching IMO. Et tout de suite on parle IMO. On passe au journal de l'IMO, c'est avec Marc Ezrati. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence ce journal de l'IMO, Marc Ezrati, avec un château. Oui, un château qui est mis en vente en Sologne. Mais il ne s'agit pas de n'importe lequel château. Dites-le-nous tout. Eh bien, ce château, il est situé dans le Cher, entre Vierzon et Salbris. C'est le château de Saint-Hubert et son domaine de 41 hectares qui se retrouve sur le marché. Alors, c'est un château qui a connu pas mal de propriétaires. Le plus connu d'entre eux depuis les années 70, c'est Jean Bédel Bokassa. Oula. Eh oui. Un château impérial, donc. Un château impérial, puisque l'ex-empereur de Centrafrique, Jean Bédel Bokassa, avait essayé de le vendre d'ailleurs à Bernard Tapie à la fin des années 90. En 2011, c'est un couple germano-brésilien qui en a fait l'acquisition pour un peu plus de 3 millions d'euros. Ouais. Aujourd'hui, le château est proposé à près de 9 millions d'euros. Ils ont dû en faire des travaux dedans pour tripler la valeur de la propriété, ce couple brésilo-germain. En tout cas, Marc, la crise sanitaire, autre information, a eu un impact sur la location immobilière. C'est ce que révèle une récente étude. Et oui, selon l'étude Visi Viva Voice de octobre 2021, donc c'est tout récent, sur les Français et la location, près d'un Français sur 5 estime que les relations entre propriétaires et locataires se sont largement dégradées depuis le début de la crise sanitaire. Oula, allez, on finit ce journal de l'info avec une offre d'emploi que vous avez sélectionnée sur le site de notre partenaire gardienrecrute.com. Allez, donc aujourd'hui on parle d'un groupe immobilier qui est situé à Bagneux, c'est dans les Hauts-de-Seine, qui recherche un gardien d'immeuble polyvalent pour un poste 100% administratif. Vous justifierez d'une expérience d'au moins 3 ans. Vous êtes dynamique et organisé. Ce poste en CDI est à pourvoir dès le 2 novembre prochain, donc dès la semaine prochaine. Rémunération entre 1 800 et 2 000 euros selon expérience, avec un 13e mois. Pour retrouver cette offre, une adresse gardienrecrute.com. Oui, la seule adresse d'ailleurs, celle de notre partenaire. Merci à vous Marc Ezrati. On parle IMO, c'est l'émission 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h et tout de suite, place à l'instant Réno. Bonjour Thomas Burgos, responsable développement et marketing chez Mon Expert Rénovation Énergie. Thomas, ma chaudière au fioul est tombée en panne. Par quoi la remplacer ? Marc, le fioul est l'énergie de chauffage la plus polluante. Votre chaudière est tombée en panne, c'est le bon moment de la remplacer par une solution plus écologique et plus économique. Petit rappel, la fin des chaudières fioul est prévue pour 2022. C'est-à-dire que votre chaudière non réparable devra être remplacée. Alors, pas de panique, je vous propose 2 solutions, économiques et écologiques. La pompe à chaleur. Son fonctionnement est basé sur des énergies renouvelables, comme l'air ou les sols. Elle capte l'énergie extérieure pour la restituer dans votre logement. C'est plus économique et cet équipement est aussi plus économique. Il faut compter entre 5 000 et 18 000 euros pour l'installation d'un tel équipement. À savoir que remplacer une chaudière fioul par une pompe à chaleur est aussi très rentable. Elle permet de réaliser près de 50% d'économie d'énergie. La chaudière à bois aussi, qu'on appelle chaudière biomasse, fonctionne avec des granulés de bois ou des bûches.
Pensez à avoir un espace de stockage proche de votre équipement pour recharger manuellement. Petite astuce, choisissez un modèle avec le label Flamme Verte. Rappelez-vous que le bois reste l'énergie de chauffage la moins chère. Et il faut compter entre 10 000 et 25 000 euros en fonction du modèle choisi. Marc, plus de chaudière fuel, c'est le moment de passer aux énergies renouvelables. Merci Thomas Burgos, et à la semaine prochaine. Toutes les infos sur la rénovation énergétique, on les retrouve sur votre site monexpert-rénovation-énergie.fr. Et merci à vous Marc Ezrati. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite dont parle IMO, l'émission 100% immobilier sur Sud Radio, avec le coaching IMO de Laetitia Caron. Aujourd'hui, Laetitia va tout nous expliquer sur la colocation. Comment ça marche ? Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati qu'on retrouve. On est ensemble jusqu'à 10h. On est en direct sur Sud Radio avec Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP. On parle du coaching IMO tout de suite. On a parlé de cohabitation il y a quelques instants. Place à la colocation, Marc. Et oui, Laetitia Caron, directrice générale de PAP. Cette semaine sur Sud Radio, on vous retrouve pour parler de la colocation qui diffère un petit peu du co-living que l'on a abordé tout à l'heure. Alors pour commencer, question simple, c'est quoi la colocation ? Bon, je vais faire un peu appel à votre culture télé, Marc. Ça vous dit quelque chose, la série Friends ? Oui. C'est vraiment la série qui a contribué à rendre populaire la colocation en France. On peut aussi parler de l'auberge espagnole de Cédric, je vais arriver à le dire, Clapiche. Ouais, exactement, bravo. À Barcelone. Voilà, donc tout ça, ce sont les débuts de la colocation. Globalement, ça a commencé à apparaître dans les années 2000. Et dans la vraie vie, ça concerne qui, la colocation ? En fait, dans la vraie vie, ça concerne pas mal de gens. Au départ, il y a 2 types de colocation. La colocation choisie, la super musique de Friends que j'entends. Voilà, nos souvenirs d'adolescents. Merci à Bastien Malric à la réalisation. Donc les différents types de colocation, vous disiez. Alors, en gros, non, c'est surtout qu'au départ, il y a 2 types. La colocation choisie et la colocation subie. Au démarrage, dans les années 2000, la plupart du temps, c'était de la colocation choisie. C'était vraiment un mode de vie que les gens choisissaient, etc. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, pour certains, c'est plutôt de la colocation parfois subie parce que simplement, les marchés ont évolué et les prix ont évolué aussi et que les gens n'ont pas forcément les moyens de se loger seuls. Et donc, ils vont choisir de la colocation pour se regrouper avec d'autres personnes et mutualiser les coûts. Alors, si je comprends bien, la colocation, c'est une étape intermédiaire entre le logement des parents et son premier logement à soi. Oui, en effet, Marc, parce que souvent, en effet, ça concerne plutôt des étudiants ou des jeunes salariés. Pour de plus en plus de gens, c'est du coup une phase intermédiaire, comme vous la décrivez. C'est un peu comme un apprentissage ou un stage en entreprise par lesquels passent beaucoup de jeunes avant de décrocher leur premier job. Oui, c'est une bonne image. Laetitia, être colocataire, ça veut dire qu'on partage le loyer. Est-ce que c'est pas une source de conflit, ça ? Eh bien, en fait, Marc, détrompez-vous, le loyer, c'est pas forcément le problème principal. Et si vous discutez avec des personnes qui font de la colocation, ils vous le confirmeront. En général, le problème principal, c'est plutôt le ménage. Voilà. Exactement. On a tous connu des étudiants, si on ne l'a pas été. Effectivement, celui qui ne repasse pas forcément toutes les affaires, qui laisse des habits partout. Marc Ezrati. Exactement. Moi non. Je ne me sens pas du tout concerné. Bon, du coup, en effet, le loyer, en gros, chacun paye son loyer. Ça pose pas de problème particulier pour la plupart des gens. Il y a une question qui peut intéresser les gens et interpeller les gens au moment de la signature du bail, c'est la question de la solidarité. Et je rappelle ce que c'est que la solidarité. En gros, quand vous signez un bail de colocation, c'est l'engagement de payer ensemble le loyer intégral. Autrement dit, si un des locataires ne paye pas, les autres s'engagent à payer à sa place. Oui. Alors, petit aparté à Jean-Marie, moi j'étais plutôt Tanguy. Donc je suis resté très longtemps. Vous étiez Tanguy, vous êtes resté en famille. Très longtemps en famille. Vous étiez le colocataire de vos parents. Voilà. Et je me suis installé en couple après. Voilà. Et non pas en colocation. C'est tout. Alors, les colocataires, ils sont toujours solidaires entre eux ? Alors non, Marc, c'est pas toujours le cas. On parle de solidarité quand les colocataires signent un bail unique sur lequel ils figurent tous et un bail sur lequel figure une clause de solidarité. Il faut quand même être conscient que c'est souvent la solution que préfèrent les bailleurs parce que c'est la plus protectrice pour eux. En gros, ils font face à un groupe de locataires qui doivent se débrouiller entre eux pour payer ce qui est dû. Et du coup, s'il y en a un qui ne paye pas, c'est les autres qui doivent payer.
Ouais, donc alors dites-moi, Laetitia, quand on signe un bail unique, on est solidaire des autres colocataires, ça j'ai bien compris. Et on peut être donc amené à payer le loyer des autres en cas de problème. Mais avec des baux séparés, c'est pas, on s'engage pas. Comment ça se passe si on signe des baux séparés? Si on signe des baux séparés, on n'est pas solidaire des autres. Donc, en gros, la synthèse, c'est que si c'est un bail unique, on est solidaire. Si les baux sont séparés, on n'est pas solidaire. Voilà. Et du coup, on est moins engagé vis-à-vis des autres locataires. Et qu'est-ce qui se passe si un colocataire donne congé ? Alors, s'il donne congé, il reste solidaire du paiement du loyer jusqu'à son remplacement par un nouveau colocataire et au plus tard 6 mois après son départ. C'est exactement la même chose pour son garant qui est obligatoirement libéré en même temps que lui. Et en pratique, les colocataires qui restent en place doivent se débrouiller pour trouver rapidement un remplaçant, évidemment, et ne pas avoir à payer la part de loyer de celui qui est parti. Dans le cadre d'une colocation, si mon fils donne congé, est-ce que je reste engagé avec les autres colocataires ? Eh bien non, Marc. Depuis la loi Allure, la caution est libérée en même temps que le colocataire qu'elle connaît. Donc le législateur là-dessus, il a vraiment voulu mettre fin à des situations parfois qui étaient ubuesques, puisque parfois on a vu des cas où les garants demeuraient engagés à payer alors que leur enfant n'habitait plus la colocation. Dorénavant, c'est terminé avec la loi Allure et du coup, c'est beaucoup plus simple pour la plupart des parents que ça stressait quand même beaucoup. Et c'est vrai que c'était compliqué d'ailleurs. C'était très Merci clair. beaucoup en tout cas pour ces explications, Laetitia Caron. Tout de suite, on parle du bien coup de cœur avec Marc Ezrati. Absolument. Et Laetitia, vous nous amenez dans la Manche aujourd'hui. Alors, en effet, Marc, cette semaine, je vous emmène dans la Manche, pour voir à nouveau une belle longère. Je sais que Jean-Marie adore les longères. Ouais, j'adore la campagne. J'y ai grandi. Il y en a beaucoup chez moi. Voilà. C'est une longère en pierre qui fait 23 mètres de long sur 8 mètres de large. Vous voyez, donc c'est la belle définition de la longère. Elle dispose de 203 mètres carrés de surface habitable, pas moins de 7 pièces principales, dont 4 chambres. Et je précise qu'elle a été entièrement refaite à neuf et isolée. Et d'ailleurs, elle a une très bonne étiquette énergétique puisqu'elle est classée B. Ah, c'est bien c'est ça. rare, ça. À quel prix ce bien ? Alors, on est à 265 000 €, Marc. C'est 1 300 € du mètre carré pour une belle et grande maison avec 1 200 mètres carrés de terrain. C'est vraiment, je dirais, une belle proposition. C'est une maison où il n'y a plus qu'à poser ses valises. C'est vraiment idéal comme résidence secondaire ou même pour un couple qui part à la retraite. D'autant que dans le Cotentin, malgré le réchauffement climatique, on est vraiment à l'abri des canicules, donc c'est pas mal. Merci Laetitia Caron. Les images de cette propriété, on va la trouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio. À la fin de l'émission, on peut aussi appeler Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à aller. Merci à vous, Marc. Enfin, plutôt restez avec nous, Marc, parce que tout de suite, place aux 48 secondes pour convaincre. C'est avec Marc Ezrati et Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, comment sont calculés les frais de notaire lors d'un achat immobilier ? Bonjour Marc. Pour commencer, sachez que parmi les frais dits de notaire, seuls environ 15% reviennent réellement au notaire. Ils correspondent aux différentes démarches et formalités effectuées par le notaire en vue de la transaction. Ces frais sont facturés selon le barème d'honoraires du notaire. Selon les ventes, le notaire pourra effectuer des démarches supplémentaires et les frais ne sont donc pas intégralement connus à l'avance. C'est pourquoi il peut demander une provision, puis il adressera, après la vente, un décompte et vous fait généralement un virement de régularisation, toujours bienvenu. Les frais qualifiés de notaire sont également composés d'impôts et de taxes collectés par le notaire, mais pour le compte d'administration. Par exemple, la part la plus importante de ces frais correspond aux droits de mutation, appelés également taxes de publicité foncière et droits d'enregistrement. Il s'agit de droits perçus par le fisc, qui s'établissent à un peu moins de 6% du prix de vente dans la plupart des départements pour de l'ancien et moins de 1% pour du neuf. Pour résumer, le total des frais qualifiés de notaire pour l'acquisition d'un bien immobilier représente environ 8% du prix de vente pour un logement ancien et entre 2 et 3% pour un bien neuf. L'ensemble de ces frais sont collectés par le notaire qui, lui, n'en perçoit qu'environ 15% au titre de ses honoraires. Voilà Marc, sachez enfin que c'est bien à vous, l'acheteur, de prendre en charge l'intégralité de ces frais. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.